Delmas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, un président bénévole, je le précise, parce que c'est une association. Président depuis 2 ans, on va parler un petit peu des enjeux, de ce qui se passe aujourd'hui, de votre actualité. Mais est-ce que vous pourriez nous resituer en quelques mots l'histoire et l'historique de ce foyer qui a fêté ses 70 ans d'ailleurs? Alors, tout a commencé dans les années 50, 1950. Gabriel Rosset, qui est un enseignant, constate que les gens ont du travail, mais ils n'ont pas de logement. C'est beaucoup de travailleurs qui travaillent sur les chantiers. Et le soir, ils ne savent pas où dormir. Donc, il investit un café dans la Guillotière, un vieux café. Le premier soir, il héberge 3 personnes. Le deuxième soir, ils sont 10. Et puis, depuis, ça n'a jamais cessé. On est monté à 100, etc. Donc, l'association s'est développée pendant des années par le biais du bénévolat, accompagné par le patronat catholique lyonnais et sans autres artifices. Voilà, les maisons se sont construites, l'accueil s'est fait. Bon, et puis le monde a évolué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus professionnalisé. L'État, les collectivités participent à l'hébergement. Donc, ce monde de l'hébergement et des personnes à la rue a complètement changé. Mais il y a plus, on ne parle plus de 3 ou 10 personnes. Au foyer, maintenant, nous hébergeons 1600 personnes tous les soirs. Voilà, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le foyer concrètement, en termes de chiffres, d'hébergement, de nombre de personnes accueillies, de salariés, de bénévoles? Alors, le foyer, ça se résume par 4 verbes. C'est notre ADN. Hein, c'est accueillir, héberger, accompagner et insérer. Et avec ces 4 verbes, vous avez tout compris. C'est l'activité au quotidien des 300 salariés du foyer, mais aussi le complété par 1200 bénévoles. On a eu un peu de difficulté, on va en parler un peu après. Ouais. D'accord. Donc voilà, et vous, comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette histoire-là? Comment c'est arrivé dans votre vie plus exactement, le foyer? Écoutez, il y a 6 ans, je m'apprêtais à prendre ma retraite et j'étais interrogatif sur que faire d'utile dans sa vie. J'ai toujours été un peu dans l'associatif et j'ai quelques amis qui m'ont dit viens faire un tour au foyer, juste viens faire un tour. Donc je suis rentré comme auditeur libre au conseil d'administration, puis on m'a dit il faut que tu rentres au conseil d'administration, puis on m'a dit et si tu t'occupais de la communication et de la collecte des fonds, et puis un jour on m'a dit il n'y a plus de vice-président, est-ce que tu veux être vice-président? Donc j'ai dit ok, mais je ne serai jamais président, mais vous voyez, comme quoi il faut jamais dire jamais, me voici président. Bon, et c'est une bonne chose et une belle chose dans votre vie. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai que la période n'a pas été simple, évidemment, on a tous été confrontés au confinement, à la Covid, etc. Mais pour vous, ça a eu des conséquences majeures, à la fois sur les passagers, c'est-à-dire ceux que vous accueillez, mais aussi sur les bénévoles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et à quel enjeu vous êtes confrontés concrètement? Alors déjà, durant le Covid, on n'a jamais arrêté notre activité. Alors il y a eu quelques aménagements, notamment on a quelques hébergements où on fait l'accueil à la nuitée, c'est-à-dire que les gens rentrent le soir et ressortent le lendemain matin. Durant le Covid, toute cette activité à la nuitée a été arrêtée. On a gardé tout le monde dans les hébergements. On a été confronté effectivement à quelques clusters. Donc avec l'État, nous avons ouvert des hébergements spécial Covid, où les gens qui avaient le Covid, les gens à la rue qui avaient le Covid ont été hébergés. On a fait ainsi deux hébergements durant cette période. Et puis, on a été aussi impacté parce que nos salariés, nos bénévoles, sont principalement des gens qui sont actifs dans nos magasins solidaires, des retraités, une tranche d'âge retraité, 60, 80, 80 plus. Et donc, un certain nombre de nos bénévoles ont souhaité se mettre en retrait. Aujourd'hui, tout a repris, donc tout reprend doucement et je pense que on a du mal à quantifier le nombre de bénévoles qui sont aujourd'hui actifs, mais globalement... On est à peu près dans les mêmes eaux. Mais du coup, ça vous a amené, je veux dire, à toute chose malheur est bon, mais à vous repositionner pour préparer je veux dire, et reconstruire un peu le foyer à 5 ans, parce que c'est une association, mais c'est une très grosse machine, et vous avez aussi mis en place une manière de fonctionner avec un plan à 5 ans, une vision des besoins, réinventer le nouveau bénévolat. Où est-ce que vous emmenez le foyer Notre-Dame pour les 5 années qui arrivent? Moi, je me suis interrogé quand je suis arrivé, puisqu'il y a 5 ans, nous hébergions 800 personnes. Aujourd'hui, on en héberge 1600. Donc, on peut faire une équation très simple, se dire dans 5 ans, 3200. Et on les met où? Et on les met où? Avons-nous les moyens
d'accueillir 3200 personnes, d'où cette idée, cherchons tous ensemble en travaillant et en échangeant, et essayons d'échanger une vision à 5 ans. Que veut-on faire? Comment veut-on faire? Et pourquoi faire? Et donc c'est ce qui vient d'être lancé tout récemment. Et j'invite tous les bénévoles, tous les salariés et tous les passagers du foyer à coopérer dans cette réflexion qui va nous mener, je pense, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se situera au mois de juin de l'année prochaine. Chacun peut contribuer à imaginer le foyer de demain. Tout à fait. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'argent est toujours le nerf de la guerre et il y a besoin d'argent puisque je crois que vous vivez la moitié des subventions, mais le reste, c'est à vous de le trouver, c'est ça? Voilà, on a besoin de trouver de l'argent. Alors, durant le Covid, la grande surprise, c'est la grande générosité des donateurs. On a eu à peu près entre 20 et 25% de dons complémentaires en argent, mais aussi en biens divers et variés, puisque pour compléter nos ressources, nous avons 6 magasins solidaires à Lyon et à Villefranche, dans lesquels on revend tout ce que les gens nous apportent. Autre intérêt de cette activité, c'est que quand on nous apporte quelques biens, il y a un peu de travail de tri, de nettoyage, de rangement, de réparation. Et donc on développe, à côté de l'hébergement, on développe de l'insertion sur des métiers qui sont... alors des métiers qui nous servent en propre, le ménage, la cuisine, le gardiennage, etc. Mais aussi dans une vision de réparation et d'économie circulaire, de manière à alimenter nos magasins, ce qui nous permet de subvenir à peu près à tous nos besoins. De temps en temps, on a des bonnes surprises, un leg ou un don exceptionnel. Et donc, même cas un cas, depuis des années, on s'en sort à peu près. Mais je saisis l'occasion qui me donnait de lancer à nouveau un appel parce qu'on est toujours un petit peu sur la corde raide. Et donc, voilà, tous les soutiens sont les bienvenus. Alors, pour contribuer, il y a un moment fort dans l'année, hein, c'est la fameuse grande vente. C'est peut-être le moment de nous en parler. On a fait le parcours du don tout à l'heure avec les équipes, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'objets qui, depuis presque 18 mois, 2 ans, sont mis de côté dans une espèce de grenier au trésor, et qui vont être mis en vente le 20 et 21 novembre, c'est ça, la grande vente au double mix, on indiquera l'adresse. Et bien justement, puisqu'on en parle à l'instant, on va lancer le reportage sur ce fameux parcours du don, ici à l'Artillerie. Ben voilà, comme on vous le disait, on est dans le hangar maintenant, ce hangar de l'Artillerie, puis on est avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors quelle est votre fonction exacte ici, Vincent? Je suis responsable du pôle réemploi objet. D'accord. Alors ce centre, il est un peu particulier, c'est là où tout arrive, hein, c'est ça? Exactement, alors presque tout. Presque tout. Une bonne partie de ce qu'on collecte en effet arrive ici. Donc, on va se balader, vous allez nous raconter. Ça arrive là. Voilà. On stocke après une partie des meubles de ce côté-là, une autre partie par ici selon la qualité des meubles et puis selon la destination qu'on souhaite leur donner à terme. Ces objets, ils viennent d'où alors? Concrètement, on les a déposés où? On les a déposés où? On les a déposés où? Alors, ils viennent de les gens les ont déposés, voilà. Quelles sont les sources? Il y a un certain nombre de donateurs qui passent nous amener des articles. Alors, c'est de tout, hein. C'est des meubles, c'est de la vaisselle, c'est des jouets, des vêtements, etc. Et il y en a une partie qui vient de ces donateurs, donc une autre partie qui viennent des donneries, donc voilà, des endroits dans les différentes déchetteries de la métropole de Lyon qui réceptionnent les objets encore en bon état. Et puis un dernier flux qui est lié aux collectes à domicile que nous faisons. Nous collectons également des dons d'entreprise de temps en temps. Voilà, ça fait partie des différents flux que nous avons à gérer. Alors, on voit qu'on passe de salle en salle. Oui, alors... c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Voilà, hein, oui. Est-ce qu'il y a des catégories? Donc là, c'était plutôt les meubles, c'est ça? Là, c'est plutôt les meubles, en effet. Donc, comme je vous disais, il y a des meubles qu'on réceptionne et qui sont encore en bon état et qu'on va directement remettre en vente dans nos différents bric-à-brac. Ouais. Attention, ça circule. Ouais. Pour alimenter nos bric-à-brac. Une autre catégorie de meubles qui va aller pour les personnes qui sont hébergées aussi. Pour notre grande vente, donc les meubles plutôt de la brocante dont on parlera tout à l'heure avec le président. Très bien. Et puis une autre catégorie de meubles pour lesquels on a des petites réparations à faire, des petits toilettages
pour les refaire briller un petit peu et qui repartent ensuite dans nos bric-à-brac. Donc notre atelier bois, par lequel nous ne sommes pas encore passés, se charge entre autres de retravailler ces meubles-là, mais aussi d'en fabriquer, etc. Mais peut-être qu'on pourra prendre un peu de temps. Oui, parce que toutes les personnes qui travaillent ici sont en insertion professionnelle, c'est ça l'idée? Toutes les personnes qui travaillent ici sont en insertion professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles intègrent un parcours dans lequel elles vont pouvoir travailler et à travers le travail reprendre confiance en elles et puis reprendre d'une certaine manière un rythme, des relations sociales, des interactions professionnelles. Et en étant... on va pouvoir aussi travailler d'autres aspects qui sont liés aux problématiques d'hébergement, de santé, d'addiction parfois, et d'accès à l'emploi, bien évidemment. Et comment est-ce qu'elles sont, alors pour le coup, formées peut-être à certains métiers? Comment on leur réapprend un certain nombre de choses quand c'est un peu technique ou quand il y a des métiers en particulier? Alors quand sur l'atelier bois, qui est pour le coup un métier technique à part entière, on a des professionnels, on a une professionnelle du bois qui est là pour du coup apprendre à utiliser les différents outillages, à mettre en œuvre un certain nombre de techniques et de procédés liés à l'ébénisterie. Donc ça fait partie de leur quotidien, donc aussi bien sur de la réparation que sur de la création d'objets ou sur de ce qu'on appelle de l'upcycling, c'est-à-dire refaire briller des objets. Après, sur les autres ateliers, on va plus être sur le respect de méthodes, process, et ainsi apprendre à travailler en respectant des règles, en respectant des échéances, en ayant une attention pour le client interne, bien sûr. Et vous évoquiez tout à l'heure la destination des objets. Il y a en effet une grande partie de nos objets qui part aussi dans ce qu'on appelle chez nous accueil, hébergement, logement, donc nos centres d'hébergement d'urgence et d'accueil de jour, etc. Où on équipe en partie ces différents centres. Et donc là en plus on a un scoop un peu parce que quelque part on est dans la réserve du Père Noël, c'est ça? Alors c'est la réserve du Père Noël en effet, avec beaucoup de jouets qui sont réparés, remis en valeur, et je vous montre le clou du spectacle qui est juste derrière nous. Allez, je vous suis. Donc le clou du spectacle, j'espère que ça va parler au plus grand nombre, et je pense que oui, mais ça va aussi créer à mon avis des convoitises, puisque nous sommes ici dans la réserve des Playmobil. Oh là là. Toute une pièce, et il y en a encore derrière là, où tous les Playmobil ont été triés, sélectionnés. On peut ouvrir si vous voulez quelques boîtes. Là vous avez des chevaux, donc là c'est même des licornes. Vous avez plein de licornes, etc. Ah oui, il y a des objets de collection là. Hein. Les chevaux anciens, etc. Donc là on a tout, mais on peut ouvrir toutes les boîtes. Là ce sont les poneys. Voilà, ouais. Donc tout est classé comme ça. C'est un travail absolument gigantesque, absolument dingue même. Des heures de travail pour derrière travailler à la reconstitution de boîtes originales qui sont ensuite vendues à un prix de marché. Voilà. Donc si on devait compter le nombre d'heures passées à refaire ces boîtes, ce seraient des boîtes à un prix exorbitant, mais on ne le fait pas puisque ce sont nos bénévoles qui s'investissent là-dessus. Moi, mon métier, c'est d'accompagner les gens dans le travail, des gens qui sont bien souvent issus de difficultés, que ce soit d'hébergement ou des primo-arrivants. Et donc nous, c'est les faire travailler sur les savoir-être, acquérir des compétences pour ensuite pouvoir prétendre à des emplois de droit commun. Alors, sur le chantier, il y a 42 personnes et moi, à titre personnel, j'en ai 14 sous ma responsabilité. On travaille en binôme. Un encadrant technique va de pair avec une chargée d'insertion professionnelle. Moi, je les accompagne sur le travail tous les jours et elles les accompagnent dans leurs projets professionnels. On travaille ensemble. L'idée, c'est ça, c'est leur faire acquérir des savoir-être et des compétences pour après pouvoir les exporter sur le marché du travail. Vous voyez, on fait un reportage pour montrer ce qui se passe dans le foyer, comment ça marche. Et puis du coup, pour que vous racontiez votre travail, comment vous arrivez là, ce que vous faites de votre journée. La journée, le matin,
envoie des caisses pour trier. On trie ce qui est bon, on garde ce qui n'est pas bon, on jette. Après, on fait des commandes pour des magasins bric-à-brac. Et qu'est-ce que vous aimez bien ici? Pourquoi c'était important de travailler au foyer? J'aime bien travailler avec beaucoup de gens ici, collectifs. Partager la journée avec des amis, des collègues. Oui, ça me fait du bien. Bon bah Vincent, on arrive, on a fait le tour, c'est impressionnant. Ouais. On arrive dans l'atelier bois. Alors, on parlait tout à l'heure des métiers, de ce qu'on apprend, etc. Alors, pourquoi il est important cet endroit et à quoi il sert? Cet endroit, il est important à plusieurs titres. Le premier, c'est que c'est un atelier qui nous permet déjà de valoriser bon nombre de meubles que nous recevons. Et surtout, c'est aussi un métier qui demande de la précision, de la rigueur, de l'attention, qui apprend à utiliser les machines, qui apprend à être méticuleux dans son travail. Et puis ça demande également une certaine créativité, j'allais dire. Excusez-nous pour le bruit. Donc c'est vrai que c'est un atelier assez complet sur plusieurs plans et qui du coup permet aussi à nos salariés en parcours de pouvoir vraiment s'exprimer, d'acquérir des compétences, des capacités. Là par exemple, vous avez un coffre qui était en très piètre état, qui a été complètement remonté. Et qui du coup, voilà, on espère trouvera preneur, mais nous n'en doutons pas, puisque les coffres, ça fonctionne très bien, refaits. Et du coup, il y a combien de personnes qui travaillent dans cet atelier? Et là, quand ils arrivent, ils y connaissent rien entre guillemets parfois, ou ils ont des bases? Comment ça se passe? La plupart. On va aller regarder le coffre. La plupart ne connaissent rien. Il y en a qui arrivent avec quelques notions ou parfois même une petite formation bois, mais bien souvent c'est des personnes qui arrivent et qui doivent tout apprendre, donc ils ont surtout la motivation, et c'est déjà bien assez essentiel, hein. Et du coup, ça nous permet de pouvoir travailler avec des personnes qui ont envie, qui veulent progresser, qui ont envie également de trouver des débouchés pour leur oui, parce qu'après, ils peuvent... l'objectif, c'est qu'ils retrouvent un travail, entre guillemets... Alors, nous, c'est ce qu'on espère, évidemment. On espère que d'être passé par cet atelier, ça leur donnera le goût de l'ébénisterie, qui pourront ensuite enchaîner sur un CAP, c'est ça, d'autres formations pour se perfectionner, etc. Dans des formations qualifiantes, pour faire, pourquoi pas, évoluer, évidemment, dans ce domaine-là. On a quelques-uns qui poursuivent, mais d'autres, beaucoup partent dans d'autres filières, mais c'est pas... Ça sert toujours à la maison, de toute façon, de savoir travailler le bois. Ça sert toujours, puis surtout, ça développe des compétences et des capacités qui sont tout à fait transposables dans plein de métiers, et ça, c'est assez essentiel aussi dans tout ce qu'on souhaite apporter à nos salariés en parcours. Ouais. Super. Voilà. On se remet pour la dernière image. Tu disais ? Je n'ai pas parlé du CQP, non, en effet. C'est quoi, c'est un certificat? Alors, certificat de qualification professionnelle. En effet, on a un CQP bois. On en a un en cours actuellement qui dure sur 4 semaines, en 3 mois à peu près. Et du coup, qui se terminera en décembre. Et c'est un CQP qui est mis en œuvre avec d'autres structures qui portent des ateliers de menuiserie et d'ébénisterie sur l'agglomération de Lyon. Donc aujourd'hui, c'est 8 personnes qui suivent une formation, un certificat de qualification professionnelle dans le métier du bois, enfin de l'ébénisterie, sur réagencement, sur rénovation, réhabilitation de meubles essentiellement. Voilà. Très bien, on a vu là-bas... On vous montre également un espace qui n'est pas anodin, puisque une bonne partie des meubles sont aussi restaurés par nos collègues bénévoles, qui ont ici un espace qui leur est réservé et sur lequel ils travaillent les techniques un peu plus complexes, telles que la marqueterie, ou vraiment de savoir redonner du vivant à un bois abîmé. Voilà, ça, ils ont des techniques. Et là, pour le coup, on a pas mal d'anciens ébénistes ou des amateurs éclairés qui viennent retaper des meubles, faire de... Ça, les bénévoles sont avec des personnes en insertion. Il y a un mélange, il y a un partage. Super. Et on partage également des compétences. On travaille dessus en ce moment pour justement renforcer les liens entre salariés en parcours et
et bénévoles. Et tout ça avec un bel objectif. Est-ce qu'on va finir sur ces images là on le voit au-dessus, Ouais, tous ces meubles qui ont été préparés, qui sont emballés. On peut monter, faire un petit tour. Pour la fameuse grande brocante, alors qu'il y a lieu... La fameuse grande vente, c'est son nom officiel. La grande vente, qui est une brocante, mais qui est la Ouais. grande vente, qui a lieu le 20 et 21 novembre, c'est ça? Exactement, le week-end Au du double 20, mix, 21 mais on redonnera novembre, au toutes double les infos. mix. Exactement. Et donc c'est là qu'ont été mis, Alors, j'allais c'est dire, là, les c'est plus là belles qu'on pièces. stocke nos plus belles pièces, soit des C'est pièces la- réceptionnées en l'état qui n'ont pas plus besoin que ça d'être retapées, que des pièces qui ont été récupérées, briquées, retapées, upcyclées. Voilà, donc c'est tout ici. Vous avez environ 200-250 pièces de meubles qui devraient, nous l'espérons, toutes partir ce week-end-là, en effet. On le souhaite, hein. En tout cas c'est Voilà. un sacré trésor. Merci beaucoup Vincent pour cette visite et ce Mais de parcours rien, du don. avec plaisir. Et félicitations à vous et aux équipes. Je vous en prie. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, Président, on a pu découvrir Vincent, Alexandre, les bénévoles, l'atelier de menuiserie, etc. C'est assez impressionnant à voir. Et puis, on a aussi découvert cette fameuse cache au trésor où sont stockés depuis presque 18 mois les plus beaux objets qui vont être mis en vente, justement, cette fameuse grande vente qui aura lieu le 20 et le 21 novembre. C'est un moment important pour l'association, cette grande vente. Alors, c'est doublement important puisque l'année dernière, cette grande vente n'a pas eu lieu. Donc, la caverne d'Ali Baba est pleine. Donc, il y a plein de très beaux objets à vendre puisque d'habitude, tous les ans, on écoule le stock et là, les greniers sont pleins. Voilà. Et donc, j'incite tout le monde à venir parce que il y aura vraiment de beaux objets. De très belles pièces. Et puis pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est plus de 10 000 visiteurs sur 2 jours. J'espère qu'on va battre un record. Hein. On est prêt à Voilà. battre un record. J'espère qu'on va y contribuer. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses et longue vie au foyer, vraiment. Qui est Merci de quelque chose d'unique ici à Lyon. Du temps que vous nous consacrez. Et j'insiste bien, notez bien pour les habitués, ce n'est plus à Gerland que se fait la grande vente, mais c'est au double mixte. Double mix. Voilà, l'inquiétude, c'est le changement de lieu. On va indiquer tout ça sur le site. Merci beaucoup, Président, de nous avoir reçus. Et puis, quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau On est de sortie. Au revoir.